Nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. De violents combats dans l'est du pays après presque 6 mois de calme dans cette partie de la République démocratique du Congo. De violents combats ont repris entre les forces armées congolaises et le M23 qui bénéficierait, selon les critiques et selon la RDC et d'autres pays, des soutiens de la République du Rwanda. Juste à côté, ces combats ont fait au moins 20 morts et plus de 30 blessés depuis ce 1er octobre, selon l'OCHA. L'OCHA qui dénombre également plusieurs milliers de déplacés. Les combats reviennent dans l'est de la République démocratique du Congo après une courte période d'accalmie due à l'aide apportée par les pays voisins de la République démocratique du Congo dans l'est de ce pays. Alors, il faut comprendre que le conflit en République démocratique du Congo trouve ses origines des génocides des Tutsis, voilà, plutôt depuis 1994. Ce conflit qui a donc viré des milliers de familles dans l'est de la République démocratique du Congo. Et à un moment donné, il faut un retour pour réclamer ce qu'on peut appeler l'héritage des Tutsis. Et donc ce conflit, au lieu qu'il soit résolu de façon permanente, de temps à autre, on souffle là-dessus et à des moments critiques, ça revient toujours en force avec des pertes en vies humaines. Et surtout, lorsqu'on regarde de l'autre côté, nous en avions parlé ici à ce plateau, de l'autre côté, des bras forts qui sont prêtés à des éléments de ce conflit qui fait que on n'arrive jamais à éteindre le feu dans cette partie du pays, eu égard aussi à la richesse de cette partie du pays. Je l'ai dit et je le répète encore, que de telles confusions sont entretenues à dessein, peut-être avec le concours de certaines puissances pour pouvoir maintenir le flou dans cette zone et opérer dans la méconnaissance totale de la société congolaise. D'où moi, ce qui me kikine un peu, c'est que les Africains puissent se prêter à ce jeu et se décimer à chaque instant, alors qu'il y a toujours des paramètres à adopter pour pouvoir asseoir une sorte de politique de paix sur l'ensemble d'un territoire africain déjà fractionné. Malheureusement, cette affaire ne remonte pas d'aujourd'hui. Je vais revenir avec certaines dates précises sur lesquelles des accords ont été signés avec l'armée congolaise, promettant la réinsertion des rebelles à l'armée congolaise, mais avec le temps, malheureusement, des promesses n'ont pas été, entre guillemets, respectées comme cela. Ce qui a causé la résurgence du M23. Malheureusement, et cela continue toujours de souffler sur des braises et chaque fois, on n'a que de feu à éteindre dans cette partie de la République du Congo. Que faire? Je me dis, il n'y a qu'une seule manière d'y arriver, c'est que les Congolais eux-mêmes arrivent à résoudre leurs problèmes. Credo Tété, les combats ont repris dans l'est de la République démocratique du Congo. On est à quelques mois de la présidentielle, hein. On va aborder cet aspect présidentiel tout à l'heure, mais depuis un temps, il y a un calme précaire qui a semblé s'installer. On se disait que peut-être que la situation était peut-être sous contrôle, mais voilà les combats qui ont repris début octobre. Mais on ne peut jamais dire que lorsqu'on est dans une situation de guerre, qu'une situation soit éternellement sous contrôle, non. Vous avez vu le calme qu'on a apprécié, c'est un calme, mais on dirait qu'il y avait beaucoup plus de guerre en sourdine. Vous avez vu, disons, le mauvais état de santé dans les relations entre le président Félix Tshisekedi et puis son homologue rwandais et Paul Kagame. Donc cela, je crois que c'est un calme qui avait pour mission de laisser un peu la chance à des accords, à des compromis, pour que on puisse convenablement faire les choses pour essayer un tant soit peu d'arrêter, disons, cette avancée du M23. Mais les choses ne s'étaient pas bien passées entre les deux chefs d'État. À un certain moment,
le taux d'adrénaline était assez monté, que aujourd'hui, qu'on nous dise que les combats ont repris, moi ce n'est pas une surprise parce que les bases n'ont pas été clairement définies, et la richesse même de la zone, je crois que ça attise. Ça attise un peu. Et moi, je voudrais placer l'humain au centre de cette guerre. Donc, je me demande, est-ce que les gens, ceux qui s'adonnent à cette guerre, ont déjà eu cette opportunité de visiter le mémorial de Kigali? Et Dieudonné a parlé du génocide. Pour ceux qui ont la chance de visiter le mémorial de Kigali, donc je ne pense pas que ces gens aient le courage encore de prendre les armes pour dire nous allons faire un combat. Et on se pose même la question... Mais le M23 est à forte dominance Tutsi, qui est en majorité aussi au Rwanda. Oui. Donc ils doivent connaître normalement cette histoire du génocide. C'est d'ailleurs leur histoire. Nous supposons, parce que le mémorial de Kigali retrace l'histoire conflictuelle entre les Tutsis et les Hutus. Donc là, c'est pourquoi j'ai posé le sujet, tout en sachant que historiquement, ou bien généalogiquement, on peut parler d'une branche ou bien d'une partie au conflit actuel qui devrait se remémorer, disons, le passé assez sombre de ce génocide rwandais. Donc aujourd'hui, je crois que toutes les parties doivent mettre de l'eau dans leur vin, un temps soit peu, pour essayer de trouver des solutions qui puissent arranger la population. Vous savez, les deux leaders, les leaders des deux camps ne sont pas sur le terrain, ce sont les dégâts collatéraux, ce sont les populations. Ce sont les populations qui vont souffrir de cette guerre. Donc il va falloir qu'il y ait, disons, un dépassement de soi pour essayer de trouver des solutions qui soient assez durables. Pourquoi est-ce que, disons, l'accord qui a été trouvé n'a pas été respecté ou bien ne puisse pas garantir une certaine stabilité dans la zone? Donc c'est qu'à un certain moment, le moi a encore pris le dessus. Arnaud, les combats ont repris dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que l'on se disait que le calme devrait durer au moins jusqu'à ce qu'on organise les élections. Voilà des combats qui ont repris avec au moins une vingtaine de morts déjà. Oui, les combats ont repris parce que les intérêts égoïstes plutôt ont prévalu sur l'intérêt collégial qui devrait être ce qui devait être au centre de nos discussions ici aujourd'hui. Si la République démocratique du Congo, en tout cas le peuple congolais, à un moment donné vivait dans la paix, dans la quiétude et que les ressources dont regorge la province de l'Ituri allaient bénéficier au peuple congolais et qu'on n'en soit pas aujourd'hui dans des conflits, dans des heurts, là on dirait que bravo, les autorités et sinon les autorités africaines et congolaises ont fait un bon travail. Aujourd'hui, pourquoi nous en sommes arrivés là aujourd'hui? La région de l'Ituri, si, je ne sais pas si je m'exprime très bien. Oui, c'est l'Ituri, le Nord Kivu, voilà. Elle est regorgée de beaucoup de minerais, regorgée donc de bois, donc d'écologie à fort potentiel. Donc ce qui attire beaucoup, je ne voudrais pas impliquer tout de suite systématiquement les Occidentaux dans cette histoire, parce que moi je suis dans une logique pas panafricanisme, mais je suis en train de clamer une autre chose pour les Africains. Il va falloir qu'à un moment donné, on puisse se comprendre, on puisse arriver à pouvoir détecter notre problème. Parce que ça fait plus de 60 ans, je viens de le dire, plus de 60 ans que nos nations sont indépendantes. Et qu'on dise encore que nous sommes sur le sceau d'une certaine colonisation occidentale, ça pose un problème. Je dis toujours à mes amis, que je leur dis toujours que il y a la génération gauloise qui est passée. Après la génération gauloise, il y a Chirac et les Mitterrand et Giscard d'Estaing, tout ça là sont passés. Et au même moment, il y a nos chefs d'État de la même génération, sinon des intellectuels de la même génération qui sont passés. Et aujourd'hui, comme ça, encore à ce niveau aujourd'hui, avec, s'il vous plaît, avec le président Emmanuel Macron, qu'on dise encore qu'il est en train de parler de la condescendance, de parler encore d'arrogance, que chaque jour qu'on soit encore sur ce débat, je voudrais dire ici à tous les peuples africains, il va falloir qu'on trouve notre problème en Afrique, il va falloir qu'on creve l'abcès en Afrique, il va falloir qu'on définisse le créneau possible permettant au peuple africain de vivre dans la paix, sinon
ça fait très mal que des peuples se déplacent. Ça fait plus de 30 ans que le peuple congolais vive les affres des intérêts égoïstes de certains camps. Et ça, on ne peut pas tolérer ce genre de choses. Alors, à qui est la faute finalement, si ça fait 30 ans que cela dure et qu'on ne trouve pas une solution, des petites accalmies, entre-temps on pense que c'est fini et puis ça reprend, et ça se calme un peu et ça reprend finalement. À qui doit-on indexer? Il faudra indexer en premier les autorités congolaises qui n'ont pas fait le travail. Parce que le territoire, après tout, leur appartient. Et si un territoire vous appartient, dès lors que le peuple vous estime que le peuple vous a porté au pouvoir, vous avez l'obligation morale de pouvoir les accompagner et de pouvoir détecter tous les problèmes possibles et de pouvoir conjurer ces problèmes. Dès lors que vous ne parvenez pas à trouver la solution, il se pose un problème. C'est pourquoi je leur demande aujourd'hui de fédérer les énergies. Il va falloir que la CEMAC, il va falloir que l'URC, il va falloir que l'Union africaine dans toute sa corporation puisse aider la République démocratique du Congo parce que ça fait plus de 30 ans qu'on parle de ce sujet. 30 ans que des gens ne connaissent plus leurs parents. Ça fait 30 ans que des déplacés, on ne sait plus exactement qu'est-ce qu'ils sont devenus. Des intellectuels qui pouvaient aider donc la nation sont devenus des moins que rien. Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que les gens versent du sang pour des intérêts personnels de certains camps. Donc j'appelle le président Étienne, c'est le fils plutôt, Félix Tshisekedi, à pouvoir fédérer les énergies. Même s'il n'est pas en odeur de sainteté avec un certain nombre de personnes, ça aussi c'est un cas. Et pourquoi ne devrons-nous pas être d'accord? Parce que la politique ne doit pas nous diviser. La politique doit servir, c'est l'organisation de la cité qui devrait normalement être au centre de nos discussions. La paix, chaque fois que nous devons parler, il faudrait que la paix règne au milieu de nous. Nous sommes des frères. Si nous prétendons que nous servons les intérêts de nos pays, il va falloir que nous puissions mettre le pays au centre et au cœur de nos intérêts. Pas pour les intérêts personnels, mais l'intérêt collégial. Donc, moi, j'appelle le président Félix plutôt Tshisekedi à pouvoir appeler ses frères de l'opposition, définir un créneau possible pour discuter, pour réfléchir sur la stratégie à adopter pour contrer cette offensive là, parce que les Tutsis sont les Africains après tout. Les Tutsis ou les FDL ou comment l'appelle-t-on? Les M23. Les M23. Il y a une centaine de groupes rebelles dans cette zone. Pourquoi il y a une centaine de groupes rebelles dans cette zone? C'est parce que la zone attire. Tout ce qui brille peut attirer. Ça peut attirer de la jalousie comme de la convoitise. Donc il va falloir que eux ils puissent s'asseoir pour dire que ok, à un moment donné, si notre zone attire, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, nous devons faire quelque chose. Là, j'en appelle à la sagesse du président Félix Tshisekedi. Merci et beaucoup à vous. Credo, cette petite accalmie dont on parlait tout à l'heure était en quelque part attribuable à la présence des forces de l'Afrique centrale qui venaient en secours à la République démocratique du Congo pour pouvoir contrer les assauts des rebelles du M23 et d'autres groupes rebelles. L'accalmie vient de cesser et pourtant ces forces sont toujours là. Que s'est-il passé entre-temps? Pourquoi finalement Donc, je crois que la question qu'on doit se poser, est-ce que cette force en attente est devenue assez passive? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette force ne joue plus le rôle tampon entre les deux camps qui s'opposent? Donc c'est qu'il y a beaucoup de choses, Et vous savez, cette guerre a ressurgi, peut-être que le partage du gâteau n'a pas été tellement respecté, donc les intérêts ont pris encore le dessus. Donc c'est là où nous sommes tentés de parler de l'égoïsme dans la définition des intérêts. Est-ce que ce n'est pas ça qui sous-tend aujourd'hui la reprise des combats dans cette zone? Vous savez, lorsqu'on veut maximiser, mettre la barre assez haute et dans ce genre de conflit, donc il faut qu'il y ait le coulement de sang. Et dès que les hommes meurent, donc ça permet à un certain camp de redimensionner, disons, ses exigences vis-à-vis de l'autre partie. Et c'est ce que... Et vous avez vu la communication qu'on fait de cette reprise des combats. Donc on communique beaucoup plus sur les morts. Donc c'est pour dire qu'en fait, il y a des pertes en vies humaines. Donc il va falloir qu'on s'entende ailleurs pour qu'on puisse amoindrir, arrêter le massacre justement. Donc là, je crois que il y a une mauvaise foi. Des deux côtés. Est-ce que réellement on pense, disons, au bien du pays? Est-ce qu'on pense
disons, au développement de ce pays, ou bien on pense seulement à servir des intérêts qui sont inavoués. Et les intérêts inavoués, et disons-le franchement, ce ne sont pas des intérêts qui sont prédéfinis du côté de la RD Congo. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mains qui tirent un peu sur la ficelle? Pourquoi est-ce que c'est à quelques mois justement de la présidentielle qu'il y a encore cette reprise des combats? Donc il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que Félix Tshisekedi à un certain moment a péché en honorant certains engagements? Donc pour l'emmerder, donc on attise encore le feu pour lui dire, vous savez, mais vous n'êtes pas totalement en paix. Nous avons fait, disons, la paix des braves, mais c'était beaucoup plus, cette paix était beaucoup plus saisonnière. Donc là, je crois que le problème, c'est qu'il doit y avoir un surpassement des deux côtés et mettre l'intérêt des populations, ils arriveront à s'entendre sur l'essentiel. Sinon, même si la volonté, s'il n'y a pas, disons, le summum de la volonté, on peut toujours manipuler l'un ou l'autre camp. Dieudonné Sironou parlait de cette présence des forces est-africaines pour venir soutenir la République démocratique du Congo. Et pourtant, les combats reprennent malgré cette présence. Pourquoi, selon vous? Là, il faut se poser la question sur la mission réelle de cette force tampon. Vous l'avez dit, c'est une force tampon. Bon, de toute façon, ok, d'accord. Ok, de comment cette force temporise la situation. De toutes les façons, le cahier de charge réel de cette force tampon, c'est vrai qu'on peut officiellement porter une mission et ne pas l'exécuter comme cela se doit. La situation aujourd'hui qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo pose aussi un problème des Tutsis, comme je l'ai dit au départ, la reconnaissance des Tutsis. Et cela, c'est un problème qui remonte aux années Mobutu. Et cette situation n'a toujours pas été résolue jusqu'ici. Et de l'autre côté également, le M23 qui entend une certaine représentativité dans la sphère des autorités du Nord Kivu. Vous voyez que c'est une affaire d'intérêt qui vraiment cristallise l'attention. Et contrairement à ce que moi j'en appelle à l'attention des autorités congolaises, je dirais également que les autorités rwandaises à côté ont également une certaine responsabilité dans cette situation et j'irai plus loin en élargissant plutôt les débats sur un fond africain. Alors, il n'y a pas d'accalmie ou alors il n'y a pas de paix en Afrique lorsqu'un pays africain continue de brûler. Et donc, lorsque aujourd'hui les Africains peuvent penser la paix en Afrique, il y a lieu que tout soit mis en exercice ou alors en exergue pour pouvoir instaurer véritablement une paix sans hypocrisie. Et le Rwanda a aussi un rôle important lorsque tout récemment on décrit certains agissements du Rwanda dans la manière d'attiser le feu dans cette partie du pays, alors que le président Paul Kagame se dit indifférent de cette affaire. Et pourtant, les indices sont clairs qu'il y a des manières de tirer sur le ficelle dans l'ombre là. Là, il faut comprendre que la résolution de cette crise émanera de la conjugaison des efforts des États africains ou alors des Africains, non seulement des Congolais, mais aussi des Africains de partout. Et je vais parler aussi du Rwanda. Et la force qui se retrouve aussi derrière le Rwanda également, questionner cette force et lui faire comprendre que la résolution de ce problème doit mettre au cœur l'humain. Et si c'est l'humain qui est au cœur, il faut qu'on fasse en sorte à ce que l'humain soit préservé. Parce que quoi qu'on dise, cette zone, je l'ai dit tantôt, elle est riche en souterrain. Et pourtant, c'est une zone hyper pauvre en termes d'infrastructures, en termes de vie. Alors, il n'y a rien qui soit là-bas qui puisse encourager quelqu'un à y rester. Et pourtant, ceux qui voient de loin savent qu'il y a quelque chose en dessous. C'est comme l'œuvre d'un auteur qui disait « L'Afrique assise sur la mine et qui est mourante ». Malheureusement, la population de cette partie du Congo sont mourantes et pourtant sont assises, bien évidemment, sur des richesses. Mais qui organise tout ça là? C'est toujours des humains. Et donc, il faut qu'une conjugaison des efforts venant de l'Afrique
puisse arriver à résoudre véritablement ce Vous problème. parliez tout à l'heure de l'implication de la République du Rwanda. Rwanda qui nie toujours son implication dans cette affaire-là. Le président Paul Kagame n'a jamais accepté soutenir le M23. D'où il faut un appel à une véritable conscience africaine. D'accord? Il est facile de nier. Il est facile de Et dire il est non. facile aussi d'accuser. Bon, de toutes les façons, il est facile aussi de détecter certains indices et de dire par rapport à ces indices, voilà, vous avez quelque chose à trouver dans cette affaire. Alors, si vous trouvez que vous n'avez rien à vous reprocher, venez alors nous aider à résoudre le problème. C'est en cela que je parle d'une résolution africaine. Merci beaucoup Arnaud Ihougan. Pourquoi la présence des forces de l'Afrique de l'Est dans cette partie de la République démocratique du Congo ne permet pas de mettre un terme à ces combats depuis? Oui, cela ne permet pas donc de résoudre systématiquement donc le combat parce que les protagonistes ne sont pas prêts à pouvoir donc se donner les mains parce que avant qu'il y ait collaboration, avant qu'il puisse avoir une conciliation, il va falloir que les deux protagonistes qui s'affrontent puissent accepter une collaboration franche pour pouvoir décanter la situation. Sinon, ce n'est pas que les forces de l'Est seulement, il y a eu la MONUSCO également qui existait dans cette zone depuis des années, mais qui n'a pas réussi à pouvoir ramener la paix au sein donc du peuple des peuples congolais. Donc, ce qui suppose qu'il y a des ficelles qui sont tirées derrière. Maintenant, ces ficelles, je ne voudrais pas doiter qui que ce soit ici, mais j'en appelle à la sagesse des Africains et j'en appelle à la sagesse du peuple, que ce soit congolais, rwandais ou ceux qui sont frontaliers, donc à l'ère des Congo, qui doivent se comprendre, ils doivent s'entendre, ils doivent mettre l'humain, comme mes aînés viennent de le dire, mettre l'humain au centre de tout et ça pourrait résoudre les problèmes. La République démocratique du Congo s'apprête à élire un nouveau président. Les élections, c'est pour le 20 décembre prochain. Une vingtaine de candidats sont en lice pour cette présidentielle. 24 ont été retenus par la commission électorale. Et pourtant, le pays est toujours en feu. Est-ce que cette situation ne risque pas d'avoir des conséquences très graves sur l'organisation des élections? 23 de l'opposition qui veulent prendre la place de Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Donc il faut dire que les chances sont amenuisées. Les chances sont assez minces pour arriver à une alternance. Donc aujourd'hui, c'est le président sortant qui doit se frotter les mains parce que plus on a beaucoup d'adversaires au sein de la même classe politique dite de l'opposition qui réclame, disons, un certain nombre de voix dans le fichier électoral, ces voix seront émiettées, donc le gars il va passer. Est-ce que ce n'est pas la résurgence des combats dans la zone, n'est pas une autre façon de fragiliser Félix Tshisekedi dans son élan de remporter encore les élections? Donc on peut supposer. Mais à la veille de la présidentielle, 24 candidats, donc il va falloir qu'il y ait une culture plus poussée au niveau des ambitions présidentielles dans nos États. Ce n'est pas typique seulement à la RD Congo. Donc on a vu, même au Togo, à un certain moment, la multiplicité des candidatures fait qu'il n'y a pas une unicité d'action au sein de cette classe dite professionnellement de l'opposition. Donc là, c'est une situation à laquelle les populations vont faire encore face et c'est une situation qui n'avantagerait pas, disons, cette alternance qu'on voudra. Donc le président Félix Tshisekedi va se réjouir de cette situation. Mais au-delà, et là, même s'il se réjouit de cette situation, rien ne dit qu'il a toutes les garanties de passer haut les mains. Et rien n'est dit aussi, nous ne lui prêtons pas cette intention de victoire absolue, mais c'est qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire et ce travail, Dieudonné le disait dans une certaine approche que la solution doit être africaine, mais une solution qui doit être beaucoup plus goupillée par l'Union africaine afin que réellement nos entités régionales, nos entités continentales puissent convenablement jouer leur rôle. Mais on se pose la question, lorsque nos entités régionales et continentales sont financées ailleurs, est-ce que nos entités-là sont vraiment indépendantes comme nos États qui totalisent déjà plus de 60 ans en griffe d'indépendance? Est-ce que nous sommes réellement indépendants?
Donc nous devons nous poser la question, est-ce que l'indépendance c'est un état d'esprit? Est-ce que l'indépendance c'est un comportement? Est-ce que l'indépendance c'est des ambitions parfois démesurées pour le pays? Donc là, je crois qu'on doit essayer de redéfinir ce qu'est l'indépendance de nos États. Est-ce que nous sommes réellement indépendants? Donc, tout en appliquant, disons, ce souci ou bien ce désir d'indépendance à la prochaine présidentielle du 20 décembre, donc c'est comme on fait un match de football, l'amical. Donc, on va remettre encore les joueurs sur le terrain, mais ça ne sera que 90 minutes. Au bout de 90 minutes, il y aura le coup de sifflet final. Donc le coup de sifflet final va encore donner une victoire qu'on va contester pendant quelques semaines et ça sera un cycle vraiment infernal. Donc, il va et falloir... ce cycle-là, déjà, on a un cycle de violence qui est là, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que cela ne risque pas d'avoir un impact sur l'organisation des élections, surtout dans cette zone? Oui, naturellement. Donc, si cette zone n'est pas pacifiée, est-ce que les gens pourront librement ou convenablement accomplir leur devoir civique? Non. Donc on dira que c'est une zone totalement à risque. Est-ce qu'on pourra exprimer le vote librement? Non, on ne peut pas. Donc, d'où l'urgence de trouver rapidement une solution afin que les esprits soient aussi calmés dans cette zone. Si on veut que toute la RDC puisse connaître, disons, cette joie d'aller au vote le 20 décembre. Je donnais sur nous des violences alors que les élections s'annoncent. Et moi, je suis tenté de me poser la question si on est sur le point de reporter les élections présidentielles de décembre prochain, parce que c'est d'ailleurs une excuse importante d'ailleurs dans l'exercice des droits civiques en termes d'organisation d'élections. On ne peut pas organiser les élections et que l'Est ne participe pas aux élections sous prétexte qu'il y a des violences. Alors, il ne peut pas avoir non plus des violences et qu'on organise des élections dans cette partie du pays. L'exemple est juste à côté. Lorsque la dernière fois, Ibrahim Traoré disait à cause des violences, on ne peut pas organiser des élections. Alors, c'était une excuse assez valable. Je me dis, dans la violence, on ne peut rien organiser pour véritablement atteindre un objectif. Bon, est-ce que cela va entacher? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Maintenant, est-ce que ça, on va reporter? Je ne pense pas ou je ne sais pas. Maintenant, la pléthore de la candidature, je vais revenir à cela, c'est malheureusement aussi cela, la réalité africaine. Tout le monde veut avoir un seul trône au même moment, malheureusement. Et donc, personne n'est prêt à céder sa place à l'autre ou alors à mettre son énergie à l'actif de quelqu'un d'autre pour défendre la même cause. Cela prouve à suffisance aujourd'hui que sur le continent africain, bien qu'on le dise, les intérêts sont toujours très divergents en matière de défense de la patrie, en matière de défense de l'intérêt de la patrie. L'Afrique doit avoir une autre culture aujourd'hui de la politique africaine en matière de développement, si tant est qu'on veut vraiment prouver un amour à nos pays, à nos différents pays du continent. Et il ne faut pas qu'on reste toujours dans la victimisation, parce que si on ne sait pas faire, on reviendra toujours à victimiser, à accuser quelqu'un d'autre, alors que l'organisation même à la base est faussée et on ne pourra pas atteindre le résultat en ayant aux élections dans ces conditions. Félix aujourd'hui a le boulevard, moi je le dis devant lui, chaque fois qu'un candidat sortant va à une élection et que devant lui, il y a déjà plus de 10 candidats qui veulent l'affronter. Excusez-moi, à moins que ce président ou alors ce candidat ne soit entièrement vomi, complètement vomi de tout le pays, quoi qu'on dise, qu'on critique un président, ne fait pas de lui un président vomi. Ou alors qu'on critique un candidat, ne fait pas de lui un candidat totalement vomi. Mais à moins que ce candidat ne soit totalement vomi, lorsqu'il a devant lui plus de 10 candidats, il a une forte chance de revenir encore. D'où bonjour les réclamations, bonjour les dégâts. En tout cas, on espère que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Pour la République démocratique du Congo, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve après pour la suite de cette émission.